Bernard Bertschy, merci d'avoir accepté cette conversation un peu intimiste avec quelqu'un qui a suivi le Forum européen depuis le début et qui a toujours été un de nos grands philosophes, je dirais très raisonnable et très utile à écouter. Tout d'abord, je voudrais dire que sur le programme initialement, c'était un autre philosophe, mais qui ressemble terriblement à Bernard Bertschy, ruvénogien, qui était sur le programme, malgré le fait que nous savions qu'il était fort malade. Et il m'avait dit que ça lui faisait tellement de bien en juillet dernier de savoir qu'il était sur un programme en janvier suivant, qu'il avait envie qu'on le mette sur le programme. Et nous savions que c'était quitte à devoir le remplacer au pied levé. Je suis fort malheureux de dire qu'il ne va pas bien et qu'il est navré de n'avoir pas pu venir aujourd'hui au Forum européen, qu'il avait aussi accompagné depuis le début avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de simplicité. Bernard Bertschy, le Forum est européen et Bernard Bertschy est suisse. Et depuis le début, il nous donne souvent un point de vue et un angle de vue qui est l'angle de vue d'une autre collectivité, d'une autre société, proche de la nôtre, certes, ne serait-ce qu'à cause du partage de la langue, mais tout de même une vision différente qui a toujours été très importante pour nous. Alors avant de rentrer plus avant dans la réflexion bioéthique autour de la pensée de Bernard Bertschy, je voudrais d'abord te poser la question: comment tu en es arrivé à faire des études de philosophie? Quelle a été ta motivation à titre personnel? Comment ça se fait que tu es devenu professeur de philosophie et tout particulièrement professeur de philosophie dans une faculté de médecine? Oui, c'est vrai que c'est un parcours qui peut paraître étrange. Bon, d'abord, j'aimerais quand même remercier le forum de l'invitation et de la place qu'il me donne aujourd'hui, même si malheureusement, et c'est à la place de Ruvénogien, qui est un ami très cher et dont la situation me rend triste. Mais bon, voilà, donc en ce qui me concerne, ce qui m'a donné envie de faire de la philosophie, c'est quand j'étais à ce qu'on appelle chez vous lycée, chez nous au collège de Genève, fondé par Calvin, s'il vous plaît, et qui était fait à l'époque pour former les pasteurs, mais on s'est quand même pas mal diversifié. Et j'avais un prof de philo, élève de Ricoeur d'ailleurs, et qui m'a juste fasciné. Et donc, à l'époque, je comptais d'aller à l'université pour faire des maths ou de la physique, parce que c'était les branches qui me réussissaient le mieux. Et j'ai changé d'avis. Bon, on est aussi adolescent, c'était 68, il y a toutes sortes de choses qui se passent et qui ont fait que j'ai fait de la philosophie. Mais comme à un moment, j'ai même pensé, comme mon professeur était l'élève de Ricoeur, venir à Paris, à Nanterre, où Ricoeur enseignait. En 68, figurez-vous. C'était simplement pas possible parce que les grèves prenaient environ 9 mois sur 12, il y avait les barricades. Et pour finir, j'ai quand même quitté Genève et je suis allé à Fribourg, une université qui n'avait rien à voir avec Nanterre, puis c'était une université catholique et que les professeurs là-bas étaient des dominicains. Et alors j'ai été formé dans la scolastique, mais la scolastique particulière parce qu'un des professeurs, Józef Bocheński, qui était polonais, faisait partie de la grande école de logique polonaise. Et on a été formés, enfin, en tout cas, et moi j'avais beaucoup apprécié puisque j'aimais beaucoup les sciences. J'étais aussi allé à Fribourg parce qu'il y avait des cours de logique mathématique. Et j'étais formé dans la tradition, non pas dans la tradition qui est dominante en France, qui est la tradition phénoménologique, mais dans la tradition de la philosophie analytique anglo-saxonne. Analytique ne veut pas dire psychanalytique, hein, il faut le préciser. Non, c'était à l'époque des philosophes comme Karl Popper, qui est quand même assez relativement connu en Europe, enfin en Europe continentale, ou Bertrand Russell, Willard Quine, qui effectivement accordait beaucoup d'importance à la théorie du langage, théorie des sciences. C'est comme ça que je suis entré en philosophie. Puis quand j'ai ensuite décidé de faire une thèse, comme il n'y avait pas de place d'assistant disponible, j'ai été enseigné dans un lycée et dans un collège, même à des élèves de 12 à 15 ans. J'enseignais maths et physique à
des élèves qui voulaient surtout savoir comment ils pourraient maquiller leur vélomoteur pour aller plus vite. Et donc le prof de physique était très bien vu pour cette raison-là. Et j'ai commencé une thèse et dans le fond, moi j'ai choisi je me suis commencé à m'intéresser à l'histoire de la philosophie française et j'ai choisi un auteur qui était Mène de Biran, parce que dans le fond, il se trouvait dans un livre d'Emmanuel Mounier, Introduction aux existentialismes, dans le tronc. Et je m'étais dit, tiens, c'est un auteur intéressant, je vais aller voir de quoi il retourne. Je n'avais pas lu une ligne et je me suis mis à potasser. Et c'est comme toujours, quand on travaille sur un philosophe important, intéressant, on y prend goût. Et voilà, j'ai fait ma thèse là-dessus. Ensuite, j'ai continué à faire de l'histoire parce que le CNRS a décidé de faire une édition critique qui n'existait pas des œuvres de Mène de Biran. Et comme une partie des manuscrits était à Genève, j'ai participé à ça. C'était encore avec Henri Gouillet, pour ceux qui se souviennent, qui était de l'Académie française et qui est mort très âgé, à 95 ans, il y a fort longtemps. Et puis j'ai continué tranquillement jusqu'au jour où, en 1986, Anne Fagot-Largeau, qui était professeure au Collège de France, est venue avec un biologiste, Hervé Le Guyadère, faire une conférence, donner un séminaire à Genève sur la bioéthique. Et c'était l'année où le livre de Tris Engelhardt, Foundations of Bioethics, qui est une des bibles de la bioéthique, sortait. Elle l'avait en avant-première. Et j'étais fasciné. En plus, j'avais été élevé dans la religion catholique, j'avais quelques problèmes avec. Et reposer les questions de l'avortement, de l'euthanasie, de la procréation, tout ceci m'a vite fasciné. J'ai commencé à me lancer là-dedans, à publier un peu trop rapidement d'ailleurs. Et comme la demande sociale était très importante, dans le fond, de maître assistant en philosophie politique, en philosophie à l'Université de Genève, je suis passé en partie, je suis toujours à la faculté des lettres, je suis passé à la faculté de médecine où était construite un institut d'éthique biomédicale sous la houlette de quelqu'un qui était là l'année passée d'ailleurs, Alex Moron, qui est un biologiste. Et depuis, j'ai laissé tomber un peu la philosophie française. Je n'ai pas complètement, parce qu'il y a 2 jours, on avait un colloque sur l'âme et le corps. Et la question des rapports de l'âme et du corps, c'est la question philosophique du XVIIIe siècle. Et j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Les rapports de l'âme et du corps, dans les années 90. Et comme sous-titre, c'était Descartes, Diderot et Mène de Biran. Et avec les neurosciences, dans le fond, je me suis simplement réapproprié un vieux problème que j'avais abordé, avec Franz Joseph Gall, dont il a été question, avec Cabanis, qui étudiait les cerveaux pour voir comment les cerveaux recevaient les impressions par les sens, et qui avait dit une fois cette phrase célèbre, que le cerveau fait organiquement la sécrétion de la pensée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme vous voyez, comme souvent, c'est une succession d'accidents et d'intérêts personnels qui font que je suis ici devant vous. Alors, toujours sur le plan, mais plus du principe, nous avons en France très peu de philosophes qui enseignent en faculté de médecine. Or, on pourrait estimer que les médecins ont plus besoin de cours de philosophie, d'épistémologie, de sciences humaines que de cours de biochimie et de biophysique. Alors, au bout de quelques années comme enseignant en faculté de médecine, est-ce que ton impression est plutôt positive? Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir plus d'heures de cours? En tout cas, nous, on est très jaloux d'une faculté de médecine qui dispose de profs de philo comme toi. Alors, d'abord, peut-être une chose, en France, j'ai 2 collègues qui enseignent en faculté de médecine, c'est Pierre Lecause à Marseille et son prénom m'échappe maintenant, Jean-Marc Mouilly à Angers, je crois, ou Poitiers, là. Donc, ça existe déjà, et c'est dans le cadre plutôt de ce qu'on appelle les sciences humaines en médecine, ou medical humanities, ça vient aussi des pays anglo-saxons. Effectivement, notre institut d'éthique biomédicale s'occupe aussi de medical humanities, et on a un historien, une historienne, quelqu'un qui fait de la littérature du 18e, l'image du médecin dans la littérature, ces choses-là. Et auprès des étudiants, ça marche très bien. Alors, bon, nous, à Genève, on a un système d'apprentissage pour les étudiants en médecine, qui est le système d'apprentissage par problème. Donc, ce n'est pas des grands auditoires avec des centaines d'étudiants, il y en a quelques-uns, mais essentiellement des groupes de 12 ou 24 étudiants à qui on soumet des vignettes et avec qui on discute des problèmes que pose la vignette. Alors, on en a en bioéthique, certains sont obligatoires, d'autres sont en option. Et moi, les cours que je donne, sont essentiellement des cours à option. En 2e et 3e année, les étudiants sont obligés de choisir toute une série d'options.
Et dans ces options, il y a 30% des options sont en sciences humaines, en médecine et philosophie. Et la moitié des étudiants choisissent au moins une de ces options, sur les 4 qu'ils ont à choisir. Alors pour nous, c'est vraiment très confortable parce qu'on n'a que des étudiants qui ont choisi. Il y a de temps en temps un qui s'égare parce qu'il n'a pas lu l'intitulé des cours, mais qui ont choisi et donc qui sont intéressés, voire passionnés par les problèmes. Parce qu'effectivement, il faut bien voir, la médecine n'est pas une science comme une autre. On ne draine pas des étudiants uniquement des forts en maths. Je simplifie un peu, mais beaucoup de gens qui ont fait ce que nous on appelle la maturité, le baccalauréat chez vous, classique avec du grec, du latin, et qui sont très contents, dans le fond, d'avoir, en plus de leur formation scientifique, qui est évidemment nécessaire, on ne remplace pas, mais un volet, je dirais, plus humaniste ou plus philosophique, qui font on va pouvoir aborder avec eux toutes sortes de problèmes. Alors moi, je donne essentiellement, à part le cours de bioéthique qu'on donne à plusieurs, qui est un cours plurifacultaire où des étudiants en sciences, donc pharmacie y compris, mais aussi biologie, en médecine, en sciences politiques, en philosophie et en droit. Donc on a une centaine d'étudiants chaque fois, c'est jamais obligatoire. Il y a des étudiants donc aussi en médecine, on donne ce cours à plusieurs, ça marche très bien parce que chacun a sa spécialité. Je donne des cours de philosophie et neurosciences, et philosophie et médecine, et c'est philosophie et neurosciences qui cartonnent le plus. Il y a même des étudiants à l'université voisine de Lausanne qui essaient de s'inscrire, et je commence à avoir de la peine à gérer le monde. Heureusement, je suis mis d'office à la retraite à la fin de l'année, vu mon âge avancé, et je n'aurai pas à gérer ma succession. Mais nous, on va te récupérer. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, tu viens de parler de Engelhardt, et Engelhardt a aussi écrit des choses en bioéthique dans la lignée de ce qu'on pourrait appeler l'utilitarisme. En gros, ce seraient les actions et les moyens qui permettent au plus grand nombre d'avoir la plus grande quantité de bonheur possible. Et cette philosophie utilitariste qui a beaucoup d'auditeurs complaisants de l'autre côté de l'Atlantique, beaucoup moins de ce côté-ci, comporte bien entendu des effets adverses, si j'ose dire, pour la société, assez impressionnants. Est-ce que tu peux me donner ta position par rapport à la philosophie utilitariste ? Alors, juste, tu m'excuses, mais Engelhardt, c'est un anti-utilitariste, il est kantien, il est spécial, il est texan, il n'est pas vraiment américain, il a été shérif, et il a publié 2 bouquins, je viendrai après à la question, les Foundations of Bioethics, où effectivement il est ultra-libéral. Il pense qu'on ne peut imposer à une société que les valeurs et les normes qui peuvent convaincre tout le monde, et donc il y en a extrêmement peu. Mais par ailleurs, il s'est aussi converti à l'orthodoxie fondamentaliste. Et il a écrit un 2e bouquin en 2002, Foundations of Christian Bioethics, où, pour guider sa bioéthique, il est orthodoxe au sens de l'orthodoxie grecque. Tout son livre, ce sont des citations de Saint Basile et des pères de l'Église d'Orient, pour dire comment on doit régler les questions d'avortement, de famille, etc. Et pour lui, il n'y a aucun problème, mais c'est comme tous ces Américains, beaucoup d'entre eux, ils sont communautariens dans leur petite communauté et ultra-libéral entre les communautés. C'est comme les Amish, d'une certaine manière, mais un peu différemment. Ils sont sur des chars à foin chez eux, et puis ensuite de ça, ils vont consulter des médecins, ils vont faire des scanners, etc. Pour nous, Européens, c'est très très difficile, et je pense que pour un Français, encore peut-être plus que pour un Suisse, parce que vous êtes républicain, et vous pensez qu'il y a des valeurs qui doivent être partagées par tous les membres de la société. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Voilà, mais ça c'est juste... Mais à part ça, je pense que les livres d'Engelhardt sont assez fascinants, et si vous avez l'occasion de les lire, son premier bouquin va être traduit par Jean-Yves Goffy, qui est un autre philosophe qui a beaucoup travaillé en éthique et avec la faculté de médecine, même s'il n'était pas en faculté de médecine. Ça devrait paraître aux belles lettres d'ici quelques mois, et je vous le recommande. Voilà, alors l'utilitarisme. Bien, l'utilitarisme, le terme est vraiment mal choisi, mais c'est une théorie qui est née en Angleterre, qui a été défendue par Jeremy Bentham, qui était un réformateur social, et John Stuart Mill, qui est le plus connu, qui a écrit un livre qui s'appelle L'utilitarisme, très facile à lire. En réponse, d'ailleurs, on ne le sait pas très bien, on ne sait pas toujours, à un roman de Charles Dickens qui s'appelait Temps difficile, où il se moque de l'utilitarisme. Mais le but de l'utilitarisme est assez simple et tout à fait noble, c'est de dire que quand j'agis, je dois toujours me proposer comme but le plus grand bien pour le plus grand nombre. Qui aurait une objection à faire ça ? Rendre les gens heureux autour de soi, et le maximum de gens heureux,
Ça paraît extrêmement bien. Maintenant, ensuite, évidemment, comme souvent, le diable se cache dans les détails. Et on se rend compte, et peut-être Bentham s'en est pas véritablement rendu compte, mais on se rend compte qu'à favoriser la quantité de plaisir, on oublie les individus qui sont porteurs du plaisir. Et on peut en arriver à sacrifier un individu pour augmenter le plaisir total de la société. Plaisir ou le bonheur, disons le bonheur, c'est plus général. Bonheur total de la société. Et c'est sur ce sujet-là que se sont focalisées toute une série d'objections à l'utilitariste. Cela dit, je pense qu'on est tous un peu utilitaristes quand même. Je vous donne cette petite expérience de pensée. Imaginez qu'il y a un wagon qui descend sur une voie ferrée hors de contrôle. Plus bas sur la voie ferrée travaillent 5 ouvriers. Ils vont être écrasés. Mais il y a un petit aiguillage. Quelqu'un se trouve près de l'aiguillage. En actionnant l'aiguillage, le wagon va partir sur l'autre voie où il n'y a qu'un seul ouvrier qui travaille. Pensez-vous qu'il soit moralement permis d'actionner l'aiguillage? On pourrait faire un sondage, vous n'allez pas oser répondre, mais en général, 90% des gens pensent que c'est moralement permis. Si on leur demande s'ils le feraient eux, ça baisse un peu. Mais effectivement, mieux vaut qu'il y ait un seul mort plutôt que 5. Bien, on est ici parfaitement utilitariste. Changeons légèrement le scénario. Le même wagon, je suis désolé pour la SNCF ou les CFF en Suisse, le même wagon descend la pente, frein hors d'usage, et il y a 5 ouvriers. Il n'y a pas d'aiguillage. Mais il y a une passerelle qui enjambe les voies. Sur cette passerelle se trouve un très gros homme. Si ce gros homme tombe sur la voie, il va arrêter le train, le wagon, il va mourir, il va arrêter le train, mais les 5 autres seront sauvés. Quelqu'un, ou vous, est à côté du gros homme. Pensez-vous que vous avez le droit, moralement, de le pousser? En général, 90% des gens disent « pas du tout ». Et moi, je pense la même chose. Mais là, vous voyez, c'est la situation paraît à peu près la même. Alors, un médecin dans les années 60 avait fait un sondage sur les étudiants en médecine et avait posé la question suivante à laquelle il devait répondre de manière anonyme, par oui ou par non. Si vous disposiez d'un médicament qui permettrait de sauver des milliers de vies humaines, mais qui, pour son expérimentation, risquerait d'en tuer quelques-uns, est-ce que vous feriez l'expérimentation? Et je dirais assez malheureusement, 99% des étudiants en médecine des années 60-70 disaient oui. Mais c'est exactement le même problème et qui souligne cette difficulté avec l'utilitariste, c'est dans le fond que l'on peut sacrifier un individu pour le plus grand bien du plus grand nombre, pour le bien commun. Mais ça, c'est une position qui remonte à Caïphe. Caïphe dit, quand le Christ est amené devant lui, il vaut mieux qu'un homme meure pour le peuple. Donc, c'est une logique que probablement beaucoup de généraux ont employée pendant la guerre. Donc, on se trouve, je pense, en tension entre le bien commun et les droits de l'individu. Et une bonne partie de l'éthique, notamment de l'éthique médicale, se joue dans cette tension. Et ce sont de vrais dilemmes. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse évidente ou immédiate. Ce sont de vrais dilemmes. Pendant un certain temps, ça posait moins de problèmes en médecine parce que, tu parles d'il y a quelques années, mais au début du siècle, on faisait l'expérimentation dans des pays du tiers-monde, ou aux États-Unis, dans des populations noires, dont on se préoccupait pas beaucoup des droits. Et parmi les scandales qui sont à la naissance de la bioéthique, il y a ces scandales-là, comme le scandale de Tuskegee, où des Noirs ont été utilisés comme cobayes. Enfin, on les a pas fait souffrir, mais on les a pas soignés de la syphilis qu'ils avaient, même quand on l'avait pu, simplement pour observer comment la maladie évoluait naturellement. Et ça a duré jusqu'en 1972, cette expérience. C'est pas si vieux que ça. C'était pas des nazis, c'était des médecins américains. D'où un certain nombre de règles bioéthiques qui sont venues de ces pratiques médicales et de l'expérimentation humaine. Mais plongeons un tout petit peu plus dans les neurosciences. On a eu beaucoup de tables rondes passionnantes où nous avons tous appris beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le philosophe qui enseigne les neurosciences, quels sont les
les éléments. Comment est-ce que tu résumerais ce que tu as entendu? D'une manière générale, je vais me jeter à l'eau et dire comment moi j'entends le résumé des tables rondes qu'on a eues jusqu'ici, c'est on se calme. Arrêtez la science-fiction, on ne sait pas tellement de choses, et c'est pas de sitôt qu'on va savoir. Et si on se calmait? Est-ce que tu as le même sentiment? Alors je dirais que ça dépend des domaines. Il y a des domaines, je pense, dans lesquels les neurosciences, je parle de problèmes philosophiques, hein, parce qu'évidemment, de problèmes de psychologie, de fonctionnement de l'esprit humain, ou de neuromarketing, bon là, il y a plein de choses, aussi certaines sont discutables. Mais dans le domaine philosophique, on a un vieux problème qui remonte à l'Antiquité, c'est de savoir, quand on prend une décision morale, est-ce qu'il faut se fier à sa raison ou à ses émotions? Et par exemple, les stoïciens étaient célèbres pour dire que ce serait mieux de ne pas avoir d'émotions du tout. Il faudrait les éradiquer. Et Kant a repris exactement ça. Kant dit les émotions, tout être rationnel devrait souhaiter en être complètement dispensé. Et on le dit d'ailleurs dans le langage de tous les jours, on dit mais cette personne elle raisonne de manière émotionnelle, ou le peuple, nous on vote beaucoup en Suisse. Et ceux qui sont battus disent régulièrement le peuple a décidé de manière émotionnelle, comme si la raison c'était bon et les émotions sont mauvaises. Eh bien, ceci a été repris justement dans les études actuelles et on sait maintenant, qu'un système de décision qui est déconnecté des émotions se fourvoie complètement. Et donc, de nouveau, la prise de décision est quelque chose de plus complexe. Les émotions, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de nécessaire dans certains points, mais ça peut aussi nous fourvoyer. Et je reviens à mon wagon, si je peux me permettre de faire le tour. Josh Green, qui est un neuroscientifique de Harvard, a proposé le dilemme du wagon, le wagon fou qui descend à des sujets qu'il a mis sous IRM. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout dans les deux versions les mêmes régions du cerveau qui répondent, qui réagissent. Dans l'une, c'est plutôt des régions qu'on pourrait dire rationnelles, je vais un peu vite, hein. Et dans l'autre, le gros homme, la poussée, c'est les zones émotionnelles qui réagissent. Alors après ça évidemment, alors qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Ça, le psychologue ne peut pas dire, même si lui, qui est utilitariste, en tire comme conclusion que malheureusement, on a des structures émotionnelles archaïques qui nous empêchent de prendre la bonne décision, qui serait donc de pousser le gros homme. Ça pose une question intéressante, ça renouvelle le problème. Moi, je pense qu'il a tort. C'est assez long à expliquer pourquoi, mais je pense qu'il a tort. Mais vous voyez, là, on a un point sur lequel les neurosciences nous font avancer. Un deuxième point où ils nous font avancer, on a beaucoup parlé, pour ceux qui ont assisté à la table ronde précédente, des détecteurs de mensonges. Et à juste titre, on a dit que c'est une technique qui est très intéressante pour les neuropsychologues, de savoir ce que c'est qu'un mensonge, ce qui se passe dans notre cerveau quand on ment, c'est très intéressant psychologiquement, c'est inutilisable du point de vue du droit. Peut-être qu'un jour ça changera, mais pour l'instant c'est comme ça. Mais ce disant, on a l'impression effectivement que les neurosciences ne servent pas à grand-chose. Mais il y a un autre domaine des neurosciences qui est très important pour le droit et dont on n'a rien dit, mais qui est de la recherche en psychologie, c'est tout ce qu'on apprend sur la façon dont les témoignages se font, dont les souvenirs se conservent et se construisent, et qui sont très importants devant une cour de justice, parce que les cours de justice reposent sur les témoins. Et on se rend compte de plus en plus que les témoignages, c'est pas, quand on voit un événement, c'est pas un film qu'on a en nous et qu'on va ressortir par la suite. Les souvenirs sont construits continuellement et ils sont influençables. Et il y a eu ces tristes affaires, c'était dans le nord de la France, je crois, à l'affaire Doutreau, comme on l'a appelé, où des gens ont été condamnés pour pédophilie, alors que c'était simplement que les enquêteurs et les psychologues avaient induit de faux souvenirs chez ces enfants. Et j'ai un collègue qui s'occupe de ça, j'y croyais pas avant de voir, on peut induire des faux souvenirs dans une partie non négligeable de la population. Et ça, c'est, je crois, important, non seulement pour comprendre mieux comment on fonctionne, mais pour tout ce domaine normatif qui est le droit et aussi l'éthique d'une certaine manière. Alors, tu as beaucoup travaillé dans le domaine des neurosciences. En quoi les neurosciences intéressent-elles le philosophe? Quelle est l'implication et la réflexion des philosophes face à l'avancée des neurosciences? Alors, il y a un certain nombre de problèmes proprement philosophiques et extrêmement anciens qui ont été renouvelés ou qui prétendent avoir été renouvelés par les neurosciences. D'un, il a été question ici, c'est la question des rapports de l'âme et du corps. Le cerveau, si le cerveau fait organiquement la sécrétion de la pensée et qu'on peut suivre la pensée dans le cerveau, toutes les positions de type dualiste
vont s'en trouver assez mal. Et Paul Volpi, qui est un neuroscientifique américain, et aux États-Unis évidemment, ils ont tous les évangélistes fondamentalistes sur le dos, hein, les créationnistes et autres, avait dit une fois en souriant, l'idée que les neurosciences pourraient nous apprendre quelque chose sur l'âme rend beaucoup de penseurs religieux nerveux. Hein. Alors bon, mais je pense qu'effectivement, ce que l'on apprend sur le cerveau n'est pas sans impact sur ce genre de questions, et que notamment les liens entre cerveau et pensée et psychisme, l'étude des lésions cérébrales, nous en apprennent beaucoup sur notre fonctionnement et quand même sur la terrible dépendance que nous avons vis-à-vis de nos états cérébraux. Ça, c'est un problème. Je ne dis pas que ça tranche. Comme je l'avais dit il y a quelques jours, je pense que le problème a été largement dégrossi au XVIIIe siècle. Mais maintenant, bon, il s'affine, c'est clair. Une deuxième question ancienne qui est renouvelée par les neurosciences et qui est liée à la question au droit et à l'éthique, c'est la question du libre arbitre, du déterminisme et de la responsabilité. Pour être responsable, on a quand même toujours l'impression qu'on devrait pouvoir agir différemment que l'on a agi. Sinon, on est contraint et on n'est pas ou on est moins responsable. Si véritablement nous sommes le jouet de notre cerveau, est-ce que la responsabilité subsiste? Alors ça aussi, c'est un ancien problème. Pour ceux, vous connaissez probablement Pierre-Simon de Laplace, grand statisticien du XVIIIe siècle, qui avait imaginé l'existence d'un démon, d'un être supérieur, qui, connaissant toutes les lois de la nature et l'état du monde à un certain moment, serait capable de prédire tout ce qui va se passer et d'expliquer tout ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Et maintenant, l'étude du cerveau nous apprend effectivement les rapports entre un nouvel organe, nos décisions, et remet la question du déterminisme sur le tapis. Elle n'est pas nouvelle, hein. Il n'y a même pas besoin d'être matérialiste pour être déterministe. Vous savez, moi je viens de Genève, il y a un dénommé Calvin, qui avait beaucoup trop lu Saint-Augustin probablement, et qui a soutenu la théorie de la prédestination, qui est l'idée que, avant ma naissance, il est déjà écrit, si j'ose dire, si je serai damné ou si je serai sauvé, quoi que je fasse. Les catholiques n'ont pas été d'accord, mais enfin, je laisse les théologiens, je ne suis pas théologien, discuter à ça entre eux. Et auparavant encore, on raconte cette anecdote chez les Grecs. Zénon attrape un de ses... Zénon, c'est le fondateur du stoïcisme. Attrape un de ses esclaves qui volait, il le fait fouetter, et l'esclave qui c'est un peu Zénon lui dit « Mais c'était mon destin de voler ». Et Zénon lui répond « Et aussi d'être fouetté ». Donc, vous voyez que cette question de la liberté et de la responsabilité est très ancienne, mais les neurosciences, la génétique avait déjà obligé à la remettre sur le tapis, et les neurosciences aussi nous obligent à la remettre sur le tapis, et nous montrent dans le détail comment on fonctionne, et nous permettent d'être beaucoup plus précis, et peut-être aussi d'affiner nos concepts de responsabilité, à quelles conditions est-on responsable ou non, qu'est-ce qu'il faut pour être responsable, qu'est-ce qu'il faut pour être libre, est-ce qu'on a besoin d'être libre pour être responsable, etc. Toutes ces questions sont actuellement largement débattues. Il y a un troisième point, mais là on en est un peu dans la science-fiction, je pense qu'il est important à souligner, c'est tout ce qui touche le transhumanisme. Bon, alors c'est beaucoup de fantasmes. Vous connaissez peut-être cette phrase de Aubrey de Grey, l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, et il ajoutait, je ne sais pas si je dois m'en réjouir, et il a une 60aine d'années. Aubrey de Grey est un transhumaniste qui travaille dans une faculté de biologie, mais lui c'est un informaticien, il pense que la médecine va progresser aussi vite que l'informatique, ce qui serait peut-être pas de mauvaise nouvelle pour toutes sortes de maladies, mais pour ça je ne sais pas. Mais cela dit, cette question du transhumanisme nous pose la question, qu'est-ce que l'être humain? Quels sont les idéaux qu'on doit poursuivre, hein? Comment est-ce qu'on doit se définir par rapport à nos possibilités? C'est une très ancienne question, la question de qu'est-ce que c'est que la vie heureuse, qu'est-ce que c'est que la vie bonne, hein? Est-ce qu'on doit être satisfait de nos capacités naturelles ou est-ce qu'il faut tâcher de les augmenter? Et si oui, jusqu'où? Par ailleurs, on essaie de s'augmenter depuis l'Antiquité. Je vous signale que les coureurs dans les stades olympiques de l'Antiquité se mettaient des brins de romarin dans les cheveux pour aller plus vite. Ce n'était pas très efficace, probablement, sauf l'effet placebo. Pendant très longtemps, on a continué avec ce genre de technique, hein. Je pense que vous tous, quand vos enfants, si vous en avez, allaient passer des examens, vous leur donniez du ginseng ou de la vitamine B, ou boire un café, etc., ou boire un verre de schnapps, si bon, c'est plus difficile à manier, etc. Bon,
Mais maintenant, on commence à avoir des substances efficaces qui permettent, par exemple, de réviser 3 jours avant les examens sans avoir besoin de dormir. Des amphétamines qui augmentent la tension, comme la Ritaline, dont on utilise par ailleurs massivement chez les enfants, etc. Et voilà, donc bon, les études sur l'efficacité sont mitigées, hein, il ne faut pas non plus exagérer. Les gens qui en prennent sont enthousiastes. Il y a même un scientifique qui dit qu'il a pu écrire en une seule journée 3 articles. Il ne dit pas s'ils ont été acceptés ensuite par les revues, alors qu'il y avait des mois que ça traînait sur sa table. Mais quand on fait des études sur des corps, des populations, c'est moins. Et c'est peut-être aussi intéressant pour une autre raison, c'est un peu anecdotique ce que je vous dis là, c'est qu'il semblerait que certains améliorants de la mémoire, comme le donepezil qui a été développé pour la maladie d'Alzheimer, où malheureusement n'est pas très efficace, mais que d'autres personnes prennent, améliorerait la mémoire de ceux qui en ont très peu, mais diminuerait celle de ceux qui en ont beaucoup. Parce que ça les empêche de vaquer aussi bien aux tâches exécutives qui vont avec. Dans ce cas-là, on pourrait penser que certaines substances sont des égalisateurs et des instruments de la justice sociale. Mais bon, ce n'est pas des conclusions que je tirerai moi-même. J'ai une question philosophe par rapport aux neurosciences. Parce que, bien entendu, les neuroscientifiques répondraient tout à l'inverse. Mais je ne sais pas du tout comment toi tu vas répondre. Est-ce que tu penses qu'avec l'outil cerveau, on pourra un jour comprendre le cerveau? Bon, avec l'outil esprit, on n'a pas si mal réussi à comprendre l'esprit. Bon, oui, tu vois, ça dépend aussi de ce qu'on entend par comprendre. Dans le fond, beaucoup d'organes, bon, c'est sûr qu'on va comprendre de mieux en mieux. Et pour beaucoup d'organes, on peut dire qu'il y a plein de choses. Récemment, on a encore parlé de l'intestin. D'ailleurs, il y a plein de neurones aussi. Ça ne veut pas dire qu'on pense avec l'intestin, je pense, mais l'intestin est plein de neurones. Et on comprend très mal tout ça. Le système immunitaire, on le comprend encore très mal, mais on le comprend beaucoup mieux qu'il y a 50 ans. Je pense pour le cerveau, ça va être la même chose. Mais tout ça prend du temps. Et quand on voit l'effort de connaissance que l'on fait, qui est gigantesque, toutes les universités travaillent là-dessus, on va avoir des résultats. Il faudra voir lesquels. Nos moyens d'investigation vont augmenter aussi. On en parle de l'IRM du scanner, mais il faut voir que pour l'instant c'est très approximatif. Ça vous donne des images dont la résolution n'est pas très bonne, qui prennent du temps. Vous avez tellement de choses, le cerveau fonctionne tellement rapidement, tellement à tous les niveaux, qu'il faut arriver à trier les données pertinentes des données non pertinentes. Hein. Il y avait une étude un peu ironique qui a été faite, montrant qu'un saumon mort avait un électroencéphalogramme qui semblait montrer qu'il était en communication avec ses congénères. Il était mort, le saumon. Simplement, il y avait encore une activité cérébrale résiduelle qui était là. Mais on avance, et pensez à tout ce qui se fait, bon là aussi c'est un peu controversé, mais je pense qu'on avance, tout ce qui se fait pour des individus qui sont dans des états végétatifs, avec lesquels il semble qu'on puisse commencer à communiquer par l'imagerie cérébrale. Hein. Par exemple, donc on sait par exemple très bien que si on demande à quelqu'un d'imaginer un visage ou d'imaginer une maison, ça s'allume à des endroits très différents du cerveau. Et on dit à des gens avec qui on ne peut plus communiquer, si on va leur poser des questions, et s'ils sont d'accord, qu'ils pensent à une maison, et s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils pensent à un visage. Et comme ça, on peut avoir un dialogue ou un embryon de dialogue sous forme oui et non avec ces personnes-là. Ce qui est évidemment très important parce que ce sont des gens qui sont lourdement handicapés, et on aimerait savoir comment est-ce qu'il faut les traiter. Alors on n'en est qu'au début, mais oui, là on a un moyen, grâce à l'imagerie, de percer le caractère purement privé des pensées, de pouvoir le faire en tout cas, parce qu'évidemment, là aussi, il ne faut pas commencer de manière prématurée et à penser qu'on arrive à lire la pensée. C'est clair que... C'est aussi une anecdote, en 1956 je crois, je lisais de manière très cachée les Pieds nickelés et Bibi Fricotin, pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Mon père trouvait ça absolument immoral, il avait probablement raison, mais ça n'empêchait pas. Et il y avait un des numéros de Bibi Fricotin qui était Bibi Fricotin et les lunettes à lire la pensée. Il avait trouvé des lunettes qui lui permettaient de lire dans la pensée. Il regardait d'ailleurs sa concierge avec son balai dans la main, qui s'imaginait qu'elle était une reine. Des fantasmes de ce genre-là. Ça, évidemment, ça n'existe pas du tout. On en est extrêmement loin. Mais on commence à pouvoir instaurer un dialogue par ces moyens tout à fait simples. Et je pense qu'on va s'améliorer. Et pour le diagnostic, même là, il s'agit de médecine, des états de conscience qui sont... ce qu'on appelle le coma ou les états végétatifs, et maintenant on commence à casser ces états. Il y a l'état minimalement conscient, l'état minimalement conscient plus, l'état minimalement conscient moins. C'est grâce en partie, pas uniquement, à la neuroimagerie qu'on arrive à progresser de ce côté-là.
Ce qui a aussi des implications, excuse-moi, je suis très bavard, des implications philosophiques, parce que le concept de conscience est un concept qui intéresse les psychologues, les psychanalystes, les philosophes et les médecins. Et on se rend compte, la première chose à faire, c'est qu'il faudrait qu'ils s'entendent sur le mot conscience, sur le concept, parce qu'ils n'entendent pas toujours la même chose. Alors, je sais que tu es quelqu'un de libéral, mais tout de même, dans la maladie de Parkinson, on a découvert qu'en mettant des électrodes profondes dans le cerveau à certains endroits, on arrivait à, par une modulation électrique très particulière, à neutraliser ces zones. Et j'ai vu des documentaires très impressionnants où une personne atteinte de Parkinson ne tient plus assis, n'est plus capable de serrer la main à quelqu'un, est tellement invalidée que c'est le lit. Et puis on zappe sur la télécommande qui met en route la puce, et la personne se met debout, serre la main, sourit et a un comportement normal. Et bien entendu, lorsqu'on raconte ça, le bénéfice médical est évident, on ne discute pas, la médecine elle est là pour suppléer à des fonctions défaillantes, c'est son job. Mais on s'est aperçu par le même chemin que des Parkinsoniens qui étaient soit mélancoliques, soit avaient des TOC, voyaient quand on allumait avec la zapette la petite puce dans leur cerveau, leur mélancolie ou leur TOC disparaître. Et tu me vois venir avec mes gros sabots, ces puces et ces électrodes mis profondément dans le cerveau pourront être utilisées pour traiter des troubles du comportement. Alors c'est toujours la même chose avec l'innovation technique et médicale. Dans un premier temps, on s'occupe et on rassure le bon peuple en disant « mais regardez, il était mélancolique, il se suicidait toutes les 3 minutes et il ne se suicide plus, donc le résultat est positif. Regardez, il avait des TOC invalidants qui l'empêchaient de descendre de chez lui sans remonter 20 fois, regarder s'il avait fermé le gaz, et maintenant il peut partir de chez lui. » Donc dans un premier temps, côté jardin, si j'ose dire, les roses sont roses. Mais très clairement, on sent tout de suite qu'il y a un côté court à cette affaire-là, et qu'on pourrait se servir de ça d'une part volontairement par des gens qui voudraient accroître leur mémoire, accroître leur résistance au sommeil, mais également de manière autoritaire par des États qui s'empareraient de ces techniques pour contraindre des criminels récidivistes, etc., à utiliser ces moyens. Alors, par rapport à ce libre arbitre-là, comment est-ce que tu te situes dans le domaine des neurosciences ? Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire aurait pu commencer en 1956, lorsque José Delgado, qui était un neuroscientifique espagnol, a implanté des électrodes dans le cerveau d'un taureau. Il est espagnol. Il a excité le taureau qu'il a chargé, et au moment où le taureau arrivait à 50 cm, il a actionné les électrodes et le taureau s'arrête. C'est lui qui a fait l'expérience, il n'a pas envoyé son assistant, hein, donc il avait confiance là-dedans. Et il a été très rapidement engagé par l'armée américaine. Allez savoir pourquoi. Mais Delgado lui-même n'avait aucun problème, il a écrit un bouquin qu'on peut voir, il est sur internet, où il dit que dans le futur, il faudra diriger les armées comme ça, et les généraux aussi d'ailleurs. D'où le vieux problème platonicien, qui gardera les gardiens, hein. Mais on a ça maintenant sur des rats, on peut téléguider des rats comme des voitures téléguidées. Alors c'est intéressant, on leur met un petit sac à dos, et puis par exemple, quand il y a des tremblements de terre, on peut leur mettre de l'eau, des médicaments qui vont apporter aux gens qui sont ensevelis, et à qui on n'arrive pas à communiquer très rapidement. Bien, les militaires ont aussi eu des idées là. On met une grenade et on fait aller le rat dans un endroit où il y a une réunion de terroristes, des choses de ce genre-là. Enfin, on a des drones maintenant, mais on pourrait utiliser les rats aussi. Oui. Donc oui, l'affaire n'est pas neuve. L'affaire est pas neuve, et je pense qu'on est effectivement ici devant une technologie qu'on peut utiliser pour le meilleur ou pour le pire. Et l'éthique biomédicale a 2 principes, et je pense qu'ils sont bons pour essayer de remédier, enfin en tout cas d'éviter les dérapages trop importants. C'est 1, le consentement libre et éclairé du patient, ou le principe d'autonomie. Si le patient donne son accord, dans le fond, il donne une autorisation d'intervenir en lui. Sinon c'est des lésions corporelles, tout simplement. Et deuxièmement, c'est le principe de bienfaisance, c'est qu'il faut faire le rapport coût-bénéfice, et inconvénient-bénéfice, et que ce rapport soit favorable à la personne. Donc pour Parkinson, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. D'abord, ces implantations peuvent provoquer des hémorragies, peuvent provoquer des infections. Ça, c'est un risque, je dirais, classique.
Mais il y a des risques non classiques, des risques psychologiques aussi, parce que c'est bien sûr, le mélancolique peut être guéri sa mélancolie, mais le non mélancolique peut devenir mélancolique. Et j'ai vu des petits films aussi, parce qu'on avait invité à Genève à Alim Louis Ben Abid, qui a mis au point ces techniques-là. Il nous montrait des choses terrifiantes, enfin terrifiantes, non parce que c'était évidemment surveillé, mais une personne parkinsonienne appareillée, qui si on met toujours 3 électrodes. Si on activait un des 3 électrodes, se mettait immédiatement à fondre en larmes, à déprimer complètement et à parler de suicide. Alors qu'elle n'avait jamais été comme ça pendant sa vie. Et on arrête et elle se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle ne comprend pas elle-même. Donc la manipulation des personnes est possible et il faut effectivement faire tout lutter comme on l'a toujours fait. La médecine a toujours été quelque chose, les neuroleptiques, les médicaments ont été utilisés par les régimes soviétiques et par d'autres régimes pour essayer de régler des problèmes sociaux. C'est un nouveau problème, c'est beaucoup plus difficile à appliquer que des médicaments pour l'instant, heureusement, et ça coûte beaucoup plus cher. D'autres techniques comme la stimulation magnétique ou électrique transcrânienne, on vous met des gros aimants, créent des champs magnétiques qui modifient votre comportement, c'est pas durable et ça ne peut pas se faire à longue distance. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de risque, mais il faut y réfléchir tout de suite, parce qu'effectivement, on pourrait, et je pense, réaffirmer, autant que faire se peut, la primauté de l'autonomie et de la bienfaisance. Évidemment, il y a toujours des cas difficiles. C'est les malades qui ont perdu leur capacité à décider, et c'est les enfants qui ne peuvent pas la donner encore. Pour l'exemple d'ailleurs, pour l'exemple de la capacité à décider, il y a aussi eu un cas avec justement un effet secondaire non voulu. Une personne qui a été appareillée parkinsonienne, mais ça n'a pas marché très très bien. On pouvait réduire ses tremblements, mais elle devenait confuse mentalement, donc incompétente pour prendre une décision. Si on augmentait les tremblements, eh bien la capacité de discernement revenait. Et donc on s'est dit, on fait quoi? Eh bien, on a demandé à la personne. On dit, qu'est-ce que vous préférez? Être dans une institution pour parkinsoniens ou être dans un hôpital psychiatrique? Et la personne a choisi l'hôpital psychiatrique. Elle a préféré être incompétente mentalement, mais pour que ses tremblements cessent, parce que c'était simplement insupportable. Moi, je ne peux pas juger ce genre de personne. Je suis surpris à première vue, bien sûr, parce que, évidemment, je ne suis pas parkinsonien et je pense qu'avoir toutes ces capacités mentales à disposition, c'est un des biens les plus précieux qu'on puisse avoir, mais je conçois qu'on puisse changer d'avis sur la question. Et pour revenir encore sur les effets secondaires non voulus, il y a aussi tous ces cas où des parkinsoniens ou des gens qui ont d'autres pathologies se mettent à développer des addictions. Déjà avec la L-Dopa, il y a des addictions. Addiction au jeu, ce qui est déjà désagréable dans une famille, mais même addiction au sexe, à des gens qui n'ont jamais été... Pensez pour les conjoints, pour la famille, tous les effets que ça peut avoir. Et souvent, ces gens-là disent, mais non, mais je me sens enfin moi-même. Alors ça, c'est une autre question philosophique que les neurosciences nous obligent à reposer. Qu'est-ce que c'est que l'identité personnelle? Qui suis-je? C'est quoi le moi? Quel est le moi authentique? Même nous qui sommes normaux, autant que faire se peut, qui pourrait donner une réponse à cette question? Puis quand tout d'un coup, on intervient dans votre personnalité, quelle réponse donneriez-vous? Et moi, j'en ai pas la moindre idée. Plus j'avance en âge, plus je me demande qui suis-je d'ailleurs. Mais bon, ça c'est une autre question. Non, ne te dépersonnalise pas. Je voudrais profiter de poser encore 2 questions sur les neurosciences et après dans un autre domaine. Demain matin, on va débattre de manière extrêmement sérieuse d'un événement qui s'est produit en France avec un rapport de l'INSERM qui suggérait d'examiner tous les enfants vers l'âge de 3 ans pour détecter ceux qui seraient potentiellement passibles, si j'ose dire, mais c'est le terme, d'un traitement à la ritaline pour éviter qu'ils ne deviennent hyperactifs et éventuellement délinquants ultérieurement. Ce qui a donné lieu à une pétition qui s'appelait « Pas de zéro de conduite pour nos enfants ». Alors, il y a eu une réaction quasiment politique à tout ça. Quelle est ta position par rapport à ça? Bon, premièrement, je crois que je suis assez content que cette décision de l'INSERM date déjà de quelques mois, je crois, parce que maintenant je fais partie du comité d'éthique de l'INSERM. J'aurais dû me prononcer différemment, enfin content non, mais j'entends, c'est un fait que je n'ai pas eu à me prononcer là-dessus. Le problème de la ritaline, il est difficile, il est délicat parce qu'il y a une triple pression pour donner de la ritaline. On le voit aux États-Unis. Il y a la pression des parents,
Parce que dans une société compétitive comme la nôtre, la Ritaline améliore, et pas seulement les enfants hyperactifs, mais améliore l'attention de pratiquement, semble-t-il, tous les enfants. Il y a une pression des enseignants. Les enfants sont plus calmes. Si vous avez 35 petits jeunes excités de 7 ou 8 ans, c'est pas évident à gérer. Sous Ritaline, ils sont tous calmes. Et souvent, ce sont les enseignants qui vont voir les parents pour proposer l'administration de Ritaline aux États-Unis. Puis il y a les directeurs d'établissement. Parce qu'un établissement où les classes se passent bien, où les enseignants sont heureux, etc., c'est un établissement qui va beaucoup mieux. Donc, donc je ne suis pas étonné qu'il puisse y avoir ce genre de proposition. Cela dit, moi je suis extrêmement réticent à ce genre de choses, qu'il y ait vraiment quelques enfants qui sont vraiment hyperactifs, et ça se voit, hein, et qu'on les traite, je pense que c'est normal, parce que c'est aussi une condition à l'égalité des chances. Ils ne pourront pas réussir leur scolarité si on ne les aide pas. Mais ce n'est pas une raison pour en donner à tout le monde, hein, parce que les capacités humaines normales sont multiples et sont diverses. Il faut qu'on essaye de trouver comment chaque personne trouve sa voie, et ce n'est pas la Ritaline qui va nous y aider. Mais je comprends aussi les parents. Les parents sont probablement la meilleure et la pire des choses qui puissent être. Les parents ont des attentes pour leurs enfants qui sont souvent démesurées. Moi, j'ai connu ça dans le sport. J'avais un autre sport national, c'est le hockey sur glace. Moi, j'aime bien. J'avais mon neveu qui, à l'âge de 5 ans, a commencé à faire du hockey sur glace. Alors, c'est rigolo de les voir, mais j'étais effaré d'écouter les parents autour de la patinoire. Vas-y, tue-le, etc. Heureusement, ils ne comprenaient pas. Les enfants, ils ont un casque et ça bouche les oreilles. Tu vois. Les enfants, certains, pas tous, hein, certains parents sont terrifiants. C'est la même chose dans toutes sortes de domaines. Les cours privés. Aux États-Unis, qu'il ne faut pas suivre, hein, sur ce plan-là, en tout cas, dans les maternelles sont poussés à donner des cours, vraiment des cours scolaires aux enfants, pour pouvoir qu'ils soient plus performants dès qu'ils entrent à l'école primaire normale. Hein. Et c'est les parents qui poussent. Et évidemment, une fois que les parents ont commencé de pousser, tous les autres parents veulent faire de la même manière. Hein. C'est ce qu'on appelle, encore une métaphore sportive, le problème des spectateurs dans un match quel qu'il soit. Si le premier rang se lève pour mieux voir, le deuxième rang ne voit plus. Il se lève, à la fin, tout le monde est debout, donc tout le monde est plus mal et personne ne voit mieux. Hein. Et c'est un peu le risque, c'est une métaphore, hein, mais c'est un peu le risque que l'on a. Et quand on voit comment d'autres débats sociaux, par exemple, des débats sur la chirurgie esthétique, hein, et la pression qu'il y a à s'améliorer sur ce plan-là, et que les arguments sont souvent les mêmes que ceux par rapport aux améliorants qu'on pourrait donner, que ce soit Ritaline ou autre, on peut être relativement pessimiste sur la façon dont on va gérer ça. Une étude aux États-Unis, on demandait aux parents si on pouvait donner un médicament à vos enfants sans effet secondaire et que ça leur permette de devenir un joueur de piano excellent, le feriez-vous? 50% ont répondu oui. Ça veut dire 50% non, on est d'accord. Hein. Mais là aussi, une fois que... C'est comme le dopage dans le sport. Hein. Si vous ne vous dopez pas, enfin on ne devrait pas le dire, c'est politiquement pas très correct, mais si vous voulez faire du cyclisme sans vous doper, faites un autre sport. Hein. Alors, une dernière question qui touche aux neurosciences et que j'ai envie de te poser parce que tu seras malheureusement avec tes petits-enfants quand on va se la poser ici. Et on a été influencé un peu par le débat qui a eu lieu en France sur faut-il parler aux enfants des problèmes du genre, du sexe. Et donc, on sait bien que l'enseignement dans les écoles cherche à éviter la discrimination et cherche à faire en sorte qu'il n'y ait pas des métiers réservés aux hommes, des métiers réservés aux femmes, et cherche à éradiquer du langage les mots discriminants. Ce qui donne d'ailleurs une réaction totalement inappropriée dans notre pays, où des parents retirent leurs enfants de l'école. Je ne sais pas si tu as vu ça. Quand l'école devient un champ de lobby politique, on est mal. Mais ça a lieu actuellement en France, sans que la droite ne réagisse à cela et sans que les églises ne réagissent. Je note qu'on accepte de tirer sur l'école républicaine et laïque et que les gens qui sont derrière, loin de dire c'est pas légitime, laissent les choses s'emballer. Mais je ferme cette parenthèse politique. On a donc mis au programme une table ronde qui s'intitule « Le cerveau a-t-il un sexe ?»
Alors, comme tu as réfléchi au problème de neurosciences, je suis sûr que tu as réfléchi à cette question. C'est quoi ta position? Bon, sur l'éducation sexuelle, je suis pour, hein. C'est un autre problème dans les écoles, parce qu'effectivement, on voit la catastrophe qui se passe quand il n'y en a pas. Ben, l'exemple encore des États-Unis, si vous allez sous la Bible Belt, comme on l'appelle, c'est-à-dire la ceinture biblique, c'est là qu'il y a plus de jeunes filles enceintes, hein. Et c'est là où ils n'ont pas de... Alors comment le faire ensuite pour ménager les sensibilités de chacun? Ça, c'est un autre problème, mais il faut le faire. Maintenant, concernant les sexes, effectivement, pendant longtemps, il y a eu l'idée que pour éviter toute discrimination, il faut insister sur le fait que l'homme et la femme, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Et c'est normal, comme disait je ne sais plus qui, moi je suis un garçon, pendant 9 mois dans le ventre de ma mère, j'ai été arrosé de testostérone presque sans arrêt. Forcément, ça laisse des traces, hein. Et ça implique effectivement un certain nombre de différences. Mais différence n'implique pas une discrimination, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'il faut militer contre l'égalité des chances à l'école, parce que ces différences sont non pertinentes par rapport à la carrière que l'on veut entreprendre. L'idéal, mais je pense que tout le monde sera d'accord, l'idéal libéral, c'est que chacun fasse ce qu'il a envie, et entre guillemets, pourquoi? Parce qu'on est fait pour rien, mais que chacun choisisse la voie qui lui convienne le mieux. Alors bien sûr, on est soumis à des stéréotypes, on est soumis à toutes sortes de choses, et il faut lutter contre. Mais je pense d'ailleurs qu'on n'arrivera pas à les effacer, hein. Les cours de récréation restent peut-être malheureusement ce qu'elles sont, et que si ce n'est pas un type de stéréotype, c'est un autre, et il faut s'en tenir, je dirais alors, de manière très française, à des principes républicains d'égalité de chacun. Et chaque fois qu'on peut mettre effectivement le doigt sur une différence qui devient une discrimination, il faut faire en sorte de l'effacer. Alors, c'est des fois très difficile. Par exemple, les quotas. Faut-il des quotas? Bon, a priori, moi je suis contre parce qu'un quota est une discrimination pour une mauvaise raison, justement. Mais dans les faits, je peux comprendre que dans la mesure où la psychologie humaine est ainsi faite, et les neurosciences nous le montrent aussi, c'est qu'on a besoin de leaders auxquels s'identifier. S'il n'y a jamais de femmes qui occupent certains postes importants, ben, il y aura jamais de filles qui voudront s'identifier avec. Donc, je serais assez pragmatique de ce côté-là. Je pense qu'un principe comme à qualité égale, privilégier le sexe le moins représenté est un bon critère, très difficile d'application. Nous, si on peut anonymiser les dossiers, c'est très bon. Je pense à l'université, malheureusement, on ne peut pas anonymiser les dossiers parce que les gens doivent donner leur liste de publication. Et dans une liste de publication, on peut retrouver évidemment tout de suite de qui il s'agit. Mais je sais par exemple, au Philharmonique de Berlin, ils avaient mis, c'est intéressant d'ailleurs, qui montre bien qu'il y a du travail à faire. Il y avait plus de 90% de musiciens hommes. Et puis, ils étaient choisis par les autres musiciens. Et puis, on leur disait, mais pourquoi y en a-t-il autant? Puis ils disaient, oui, mais l'homme a une sonorité particulière, etc. Puis ensuite, on a mis un rideau. Et c'est tombé à 50-50. Et comme quoi, on voit qu'il y a des stéréotypes et on est influencé, effectivement, par des biais dont on n'a pas conscience. Et ce n'est pas simple de lutter contre, et il faut lutter contre. Maintenant, je pense qu'effectivement, je dirais, mais c'est une banalité, je suis un peu aristotélicien, le juste milieu est quand même quelque chose qu'il faut tâcher de conserver. Mais bon, je ne me mouille pas beaucoup, effectivement. À ta demande, j'en arrive à la dernière question et à la dernière intervention de ta part. On constate au travers de ce forum l'appétence du public pour les questions de bioéthique. C'est-à-dire que le public s'approche volontiers des experts pour poser des questions, et pour peu que les débats soient suffisamment ouverts et suffisamment contradictoires, on voit qu'on a du mal à avoir des places assises pour tout le monde. Comment est-ce que tu vois l'avenir dans nos sociétés démocratiques, républicaines, laïques? Comment est-ce que tu vois l'avenir de la bioéthique et qu'est-ce qui se passe en Suisse de ce point de vue-là? C'est-à-dire, y a-t-il un accès à ce type de débat en Suisse? Et comment est-ce que tu vois l'avenir dans ce domaine-là? Alors, je veux dire que la première fois que je suis venu à Strasbourg pour ces journées, j'ai juste été stupéfait. J'ai jamais vu ça ailleurs, hein. Autant de monde qui vient discuter de questions difficiles, des gens d'avis opposés et qui restent calmes. Personne ne se fait siffler, personne ne se fait huer, certains se font applaudir, mais on sait bien quand on est content qu'on manifeste. Et j'étais effectivement stupéfait, et je continue à l'être, je dois dire.
parce que je ne vois ça nulle part ailleurs. Et moi, à part ça, je pense que c'est extrêmement important dans une société qui est de plus en plus... Certes, elle est démocratique et laïque, mais elle est de plus en plus éclatée quand même. Il y a des gens de traditions différentes, culturelles, religieuses et autres, et c'est donc de plus en plus difficile de vivre ensemble. Parce que simplement, on a des visions du monde différentes. Le seul moyen, à mon avis, de s'en sortir et que ça ne devienne pas des catastrophes sociales à la longue, hein, c'est de mettre les choses sur la table, de discuter. Bien sûr, il faut que les gens acceptent de discuter, c'est pas toujours facile, et je pense que ces journées sont une contribution, mais vraiment majeure à ce dialogue social qui est absolument nécessaire, sur des questions qui sont vitales, parce que bon, là, on a débattu du cerveau, c'est important, mais ce n'était pas des sujets absolument chauds. Mais quand on parle de l'avortement, de l'euthanasie, de la grossesse pour autrui, là, ce sont des débats chauds. Ils ont été tenus aussi, ils ont été tenus avec le même niveau de discussion. Et est-ce que c'est encore le miracle rénan qui opère? Je trouve qu'il y a un miracle rénan depuis la Renaissance, depuis Bâle, voire depuis Constance, jusqu'à Rotterdam. Et bon, Genève, c'est le Rhône plutôt, mais bon, on veut bien se laisser annexer pour cette chose-là, mais là, nous, on ne fait rien de semblable. Et je pense que vous pouvez remercier beaucoup de monde, et notamment Israël et Nadia, d'avoir organisé tout ça. Et nous on a la preuve vivante qu'on a besoin des philosophes parmi nous, que ça nous aide véritablement. Et je crois qu'on a aussi la preuve qu'on a encore plus besoin des Suisses. Alors l'année prochaine, on est sur l'argent et la santé, et donc te voilà déjà invité. Merci Bernard Bertschy. Merci. Je vais juste dire un mot, si vous permettez. Je suis un Européen convaincu, mais malheureusement, tous les Suisses ne le sont pas, et on va voter dans 10 jours quelque chose qui me fait assez peur sur la libre circulation. Ce sera peut-être quelque chose à discuter une autre fois, mais il y a un projet de loi de sortir de la libre circulation en Suisse, et il n'y a pas loin de la parité pour l'instant. Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, je ne vais pas faire une campagne ici, mais je suis assez inquiet. Donc on est au centre de l'Europe, j'aimerais bien qu'on le reste, mais voilà. On reprend à 18 h.